tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de Toute une histoire. Ce sont des récits étonnants que nos invités vont nous livrer aujourd'hui. Toutes ont toutes ressenti le frisson de la mort et malgré la peur, elles l'ont affronté, les yeux dans les yeux, au point même de déjouer tous les pronostics des médecins qui les croyaient condamnés. Leur guérison reste inexpliquée. C'est le titre de cette émission que nous vous proposons aujourd'hui. Bonjour Christelle. Bonjour Sophie. Merci de nous accorder votre confiance et de venir nous confier une histoire aux allures de miracle. Alors, afin de comprendre comment votre fille a changé votre vision de l'existence, je vous propose d'ouvrir la première partie de notre émission intitulée « Une vie sur le point de s'arrêter ». Et nous allons parler de votre fille. Dans quel contexte Laure est-elle arrivée dans votre foyer ? Laure était attendue impatiemment puisque c'était ma troisième fille et je voulais absolument un troisième enfant. Et une grossesse magnifique, un bébé qui faisait 4,2 kg à la naissance. Là. Enfin oui, vraiment, un beau bébé. Et vraiment qui était plein de santé. Et voilà, superbe. On était comblés, on était vraiment dans le bonheur. Et voilà, c'était... Vous étiez quel genre de mère avec vos trois filles ? Maman poule. Maman poule. J'avais décidé d'arrêter de travailler pour élever mes trois filles, puisque j'ai eu les trois filles en 5 ans. Donc, quand même, j'avais du travail. Et c'était c'était ma vocation, c'était ma vie, c'était mes trois filles. Donc, votre fille a grandi. Et puis, au bout de 7 mois, vous avez eu quelques doutes. Vous avez même été saisie d'une intuition. Qu'est-ce que vous avez remarqué chez elle ? Oui, je trouvais qu'elle avait un gros ventre. Et le papa aussi. On était... étant donné qu'elle est la troisième, on s'était dit... C'est pas comme d'habitude, on trouvait il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle avait l'air de souffrir, elle pleurait ? Non, elle n'avait aucun symptôme, symptôme. Donc j'en avais parlé à mon pédiatre, enfin le pédiatre de ma fille, qui, elle, ne voyait aucun souci, trouvait que j'étais peut-être un petit peu trop préoccupée. Elle a ventre dur, non. Rien. Elle lui a fait passer des examens quand même ? Alors c'est là que, sur mon insistance, elle nous a envoyé faire une échographie et là, voilà, là En le général, début du... les mères ont un bon instinct. Instinct. Donc vous avez fait une échographie et là, Voilà. qu'est-ce qu'on vous a annoncé ? J'ai tout de suite compris au regard de l'échographe, à la longueur de l'examen, qui s'y reprenait en plusieurs fois, etc. Et là, il m'a dit, bon, il y a un problème. Il m'a dit, je vais passer un coup de téléphone. Et il est revenu en me disant, écoutez, on vous attend à l'Institut Gustave Roussy. Vous avez 1 heure, vous allez prendre vos bagages et vous allez avec votre fille là-bas. Quand on vous dit Institut Gustave Roussy, exactement. Déjà, on est renseigné. Je savais qu'il y avait quelque chose de très grave qui nous attendait. L'Institut Gustave Roussy, c'est un institut où en général on soigne les cancers. Que les cancers, voilà. Donc vous y êtes allé sur le champ. On y est allé. Elle a subi d'autres examens. Voilà, on nous attendait, l'équipe nous attendait. Ils lui ont fait subir beaucoup d'examens et le verdict est tombé le soir même. Tumeur maligne au rein, stade 3. Et stade 3 et il y avait également une prolongation de la tumeur qui se dirigeait vers le cœur. Donc, on nous a fait comprendre que déjà, voilà, l'espoir était très minime, très minime. Et là, on nous a dit, interdiction de repartir. Maintenant, vous restez là. Sinon, la tumeur risque d'exploser, enfin d'éclater. Donc, on commence les traitements dès demain matin. Voilà. Donc, on vous a proposé une opération ? Alors, on nous a dit que l'opération était impossible dans l'immédiat parce que la tumeur était trop grosse. Il fallait réduire la tumeur ? Il fallait réduire et nécroser un petit peu la tumeur pour pouvoir même y toucher, puisqu'elle faisait à peu près un diamètre de 12 cm. Donc, tout de suite, un protocole a été établi, un protocole lourd, j'imagine, chimio, rayon ? Non, pas de rayon, chimio. Donc, c'est le protocole habituel pour ce genre de tumeur. Donc, il devait durer sur 2 mois. Et donc, 2 mois plus tard, le premier protocole n'a pas marché. La tumeur continuait de grossir et ça n'avait pas assez nécrosé, on ne pouvait toujours pas opérer. Donc là, ils ont envisagé un deuxième protocole beaucoup plus lourd, avec de la chimio beaucoup plus forte. Voilà. Et cette fois-ci, la tumeur
a nécrosé un peu, oui, mais avec quand même des complications puisque la ramification qui remontait dans le cœur a continué à monter et elle était arrivée dans l'oreillette droite. Voilà. Donc pour l'intervention, ça changeait les donnes. Il fallait non seulement ouvrir en largeur pour retirer la tumeur, mais également sur toute la hauteur du corps pour pouvoir retirer la racine qui était partie dans le cœur. Donc circulation extracorporelle, etc. Donc elle a supporté l'opération. Elle a supporté l'opération et là, c'était les premières bonnes nouvelles. Il n'y avait pas de ganglions, pas de métastases, donc on allait éviter les rayons. Sauf qu'elle a dû reprendre un traitement de chimiothérapie. Tout à fait. Le même qui était en préopératoire, donc le très lourd. Donc il fallait reprendre donc, sur 6 mois de chimiothérapie. Et qu'est-ce que vous avez remarqué quelques jours après votre retour à la maison avec elle? Alors, après le retour à la maison, tout allait bien pendant plusieurs mois. Et c'est lors de l'avant-dernière injection, donc le début octobre, où là, j'ai remarqué que les symptômes étaient différents, pas les mêmes que d'habitude. Laure vomissait en non-stop, ne mangeait plus, et puis toutes ces muqueuses se sont mises à saigner. Je parle des lèvres, toutes les cicatrices se sont mises à saigner. Et j'avais beau appeler l'hôpital, on me disait que ça pouvait arriver, des choses comme ça. Et finalement, elle a commencé à avoir des difficultés à respirer. Nous sommes arrivés aux urgences. Elle avait quel âge à ce moment-là? Là, elle avait 14 mois. Voilà. Et Donc, aux urgences, ils ont... Vous êtes écoutés, vous êtes arrivés aux urgences. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit qu'elle était en insuffisance rénale, puisqu'elle n'avait plus qu'un rein et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi. Donc on m'accusait même un petit peu de ne pas lui avoir donné assez à boire, des choses comme ça, je ne comprenais pas. Et au fil des heures, son état s'est aggravé, donc ils l'ont transféré à Gustave Roussy. Et ensuite, son état s'aggravant encore, ils l'ont transféré en réanimation au Kremlin-Bicêtre. Et là, personne ne comprenait ce qui se passait. Elle est tombée en insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, et tout son état se dégradait. Mais personne ne comprenait pourquoi. Donc ils lui ont fait des examens, ils ont fini par trouver... Ils ont commencé à faire les examens, tous les organes commençaient à être en déficience. Et c'est le lendemain, on nous a appelés en urgence en pleine nuit. Et quand on est arrivé, les 3 équipes médicales des hôpitaux étaient là. Et moi, j'ai tout de suite cru qu'elle avait une autre tumeur, qu'ils avaient trouvé une autre tumeur et qu'ils allaient nous annoncer une autre mauvaise nouvelle. Et là, le verdict tombe. Ils avaient refait des recherches par rapport aux ordonnances, etc. Et c'était une erreur médicale. Ils s'étaient trompés dans l'injection et ils avaient injecté 10 fois trop la dose de chimiothérapie pendant 3 jours, en sachant que la dose est normalement mortelle à 3 fois la dose. Voilà. Elle avait reçu 10 fois pendant 3 jours. 10 fois trop. Donc là, le verdict tombe. Il n'y en a plus que pour quelques heures. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Tous les organes vont être brûlés, puisque c'est le rôle en fait de la chimiothérapie. Ils vous l'ont dit ça? Ils vous l'ont annoncé? Oui. Donc ils vous ont carrément annoncé que votre fille n'en avait plus que pour quelques heures? Voilà. Plus que pour quelques heures. Si elle allait tenir quelques jours, tout ce qu'il pouvait faire, il ne pouvait rien faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était pallier à sa souffrance, parce qu'elle allait souffrir. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là? Vous tombez dans un trou, dans un abîme. En plus, avec de la colère, j'imagine, à la fois le chagrin, la douleur, l'injustice. Tout ce qu'il y a de plus horrible. Vous sentez même plus votre cœur battre, quoi. Tout s'arrête, quoi. Alors justement, le sien, celui de votre petite fille, ne s'est pas arrêté de battre. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Oui. Et c'est ce que vous nous raconterez tout à l'heure. Comment elle s'est accrochée à la vie et comment elle s'en est sortie. Oui. Je vais à présent donner la parole à Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci.
d'être avec nous aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois que vous allez faire le récit de votre incroyable parcours. Pourquoi avez-vous accepté de participer à notre émission ? Mais puisque la fatalité n'a pas été pour moi et que j'ai réussi à surmonter cette épreuve puisqu'on m'avait annoncé que j'allais mourir, je voudrais faire profiter à ceux qui sont maintenant dans mon cas, enfin dans le cas où j'étais avant, et si je peux leur amener un petit peu d'espoir, parce que tant que c'est comme dans un match de tennis, tant que la dernière balle n'est pas jouée, la situation peut se retourner. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots à quoi vous avez survécu ? Alors en fait, j'ai été tellement dégradée que j'avais besoin d'un foie pour vivre. Et spontanément, quelques mois, mon corps s'est mis à remarcher comme il faut. Donc, voilà. Donc je n'ai pas eu de greffe de foie. Est-ce que vous vous dites de vous que vous êtes en quelque sorte une miraculée ? Les médecins n'utilisent pas ce mot miracle. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils ne me disent rien. Il y a 10 ans, vous étiez une femme active, épanouie, et puis un événement est venu chambouler cet équilibre. Qu'est-ce qui s'est produit ? Eh bien, en 2004, fin 2004, j'ai perdu mon emploi à la suite d'un plan social. Et dans les premiers mois, j'ai essayé de rechercher un autre travail. J'étais plutôt à l'aise. Et au fur et à mesure des échecs et des refus, quand j'allais chercher du travail, donc on me refusait parce que j'étais trop âgée. Donc c'est arrivé ce plan social, j'avais 49 ans. Au fur et à mesure, je me suis enfoncée dans une dépression très très profonde. J'ai arrêté de me nourrir. Je me suis mis un peu à la boisson. Est-ce que vous aviez conscience que vous vous mettiez en danger ? Oui. C'était comme un suicide lent ? Voilà. Un lent tout à suicide. Fait. Tout à fait. Je voyais plus d'avenir pour moi puisque j'arrivais pas à trouver un nouveau travail. Ma fille était grande et n'avait plus besoin de moi. Donc je me suis dit, je ne voyais pas d'avenir sur cette terre pour moi. Et vous aviez un mari ? Oui, j'ai un mari qui m'a beaucoup soutenue, que je remercie. À quel moment vous avez senti que votre corps était en train de vous lâcher ? Au moment où j'ai commencé à prendre des malaises. Quand j'allais faire les couches, je prenais des malaises et je tenais plus debout. Vous pesiez combien de kilos à ce moment-là ? J'étais à 48 kilos, je suis passée à 38. J'ai perdu 10 kilos en 2 mois. Je ne me nourrissais pas, ça pouvait être une barquette de fraises et une banane dans la semaine. 3 ans après le début de votre descente aux enfers, vous avez commencé à vous remettre en question parce qu'il y a eu un événement dans votre vie qui a déclenché cette remise en question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a déclenché l'envie de m'en sortir, mais j'étais tombée quand même très très bas. C'est ma fille qui m'a annoncé qu'elle attendait un bébé, que j'allais être mamie. Et là, vous vous êtes dit quoi ? Je me suis dit que j'ai trop joué avec ma santé, mais que j'allais me battre pour en sortir. Pour rencontrer ce bébé, Pour rencontrer ce bébé. Si vous voulez réagir à l'histoire de Daniel ou de nos autres invités, n'oubliez pas le hashtag Toute une histoire sur Twitter ou sur Facebook. On fait d'abord une courte pause avant de découvrir les complications auxquelles Daniel a été confronté juste après l'annonce de la grossesse de sa fille. A tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Votre ex-conjoint va se marier et vous avez du mal à supporter cette idée. Ou à l'inverse, vous vous en réjouissez. Alors que vous êtes fraîchement séparés, votre ex prévoit déjà de se marier et vous trouvez cette union précipitée. Il a toujours refusé de vous épouser et pourtant, il projette aujourd'hui de se marier avec une autre. Vous êtes inconsolable. Votre ex vient de vous annoncer son mariage et vous êtes prête à tout pour le reconquérir avant qu'il ne soit trop tard. Malgré votre séparation, vous êtes restés très proches et à son mariage, vous avez même été le témoin de votre ex ou celui de sa moitié. S'il s'agit de votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou sur Internet. Nous sommes de retour sur le plateau de Toute une histoire. Le point commun de nos invités d'aujourd'hui,
c'est qu'elles ont toutes entendu la même sentence de la part des médecins. La maladie allait être plus forte qu'elles. Daniel, on va revenir à l'annonce de la grossesse de votre fille. Quelle nouvelle vous a empêché de profiter pleinement de ce moment? Eh bien, j'étais très, très amaigrie. Je ne pouvais pas porter le bébé. Enfin, excusez-moi, alors là, ça va pas. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un trou là. Comment? J'ai un trou. Vous avez un trou? Ouais. Mais c'est normal, on est sur un plateau de télévision. Donc on en était en fait au moment où vous avez envie de vous battre parce que vous apprenez la grossesse de votre fille. Donc sa grossesse se passe bien, ce bébé né, c'est une petite fille ou un petit garçon? C'est un petit garçon. Un petit garçon. Et à ce moment-là, au moment où vous vous réjouissez de la venue de cet enfant, vous apprenez que votre corps n'est peut-être pas à la hauteur de l'événement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe à ce moment-là, les médecins me disent que c'était en 2007. Ils me disent on est très inquiets pour vous, madame. On pense que vous n'allez pas finir l'année. Et Ils vous disent ça comme ça? Oui, oui, on dit ça comme ça. Et donc les mois passent. On arrive vers la fin de l'année 2007. Vous aviez repris du poids ou vous... J'essayais bouchée après bouchée, j'essayais de m'en sortir. Et pourquoi il vous dit ça? C'est un problème de foie? C'est un problème de foie. En fait, ils m'ont dit, si vous n'avez pas un nouveau foie, vous allez mourir. Donc il fallait vous faire une greffe de foie. Voilà, j'entame un protocole pour accéder à une liste de greffes de foie. Vous, à ce moment-là, vous aviez envie de vous accrocher? Oui, parce que j'attendais ce bébé, j'attendais d'entendre m'appeler mamie, donc j'ai commencé à me battre à ce moment-là, mais ça a été vraiment une bataille parce que c'était très difficile quand on fait 38 kilos, qu'on ne tient plus debout, de s'en sortir, parce que plus vous mangez, plus vous avez envie de manger, mais moins vous mangez, plus votre estomac se rétrécit et vous avez même plus envie de manger du tout, quoi. Voilà. On va accueillir notre troisième invité. Il s'agit de Virginie. Bonjour Virginie. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus, Virginie, dans les propos de Daniel? Eh bien, j'ai été quand même dans un état très critique. Et comme quoi, il faut s'accrocher, oui. C'est à 10 ans, vous, que la maladie est venue vous voler votre insouciance d'enfant. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui avait alerté votre mère? Alors, déjà depuis décembre de 95, j'avais des rhumes, des angines qui ne guérissaient jamais, des baisses de température qui montaient à des extrêmes, des bleus qui apparaissaient sur le corps sans explication, des saignements de nez. J'avais l'école qui était à 800 mètres de mon domicile, je tombais. Aucune force, rien du tout. Et ma maman m'emmenait consulter le médecin traitant. Et toutes les prises de sang au départ étaient normales, tout allait bien. Et il a fallu attendre février 96 pour déceler cette maladie. En faisant d'autres prises de sang? En faisant déjà une échographie abdominale, qui a révélé la rate qui était gonflée. Et qu'est-ce que cela signifiait? C'est souvent révélateur dans ce type de maladie. On voit qu'il y a dans les leucémies très souvent... Donc vous étiez atteinte d'une leucémie. Comment ça se fait qu'on ne voyait rien dans les analyses de sang? Ça a été brutal parce qu'une semaine avant, je n'avais rien dans la prise de sang. Et le 20 février, j'ai passé la dernière. Et là, il y avait 84% de cellules leucémiques. Alors, j'imagine que le corps médical était pessimiste? Très. Parce qu'en général, quand la maladie explose comme ça va vite. Ça a été très brutal. Le médecin traitant ne l'a pas annoncé à ma maman, vu qu'il fallait qu'elle soit forte à mes côtés. Mais elle l'a annoncé à ma grand-mère maternelle en la téléphonant. Et donc, c'est ma grand-mère qui a donc annoncé à ma maman ma maladie. Et qu'est-ce qu'on lui a dit à votre grand-mère? À ma grand-mère, quand on a été transféré à l'hôpital d'Annecy, et l'hôpital d'Annecy était vraiment très, très, très pessimiste. Ils ont dit à ma grand-mère, préparez-vous à la mort, la maman aura besoin de vous. Bon, donc on vous l'a dit à l'époque? Non, il y a très peu de temps que je l'ai appris. Et elle l'a dit à votre maman? Oui.
en ces termes? Oui. Donc on vous a prescrit un gros traitement, un traitement de Très très chimiothérapie. lourd. Il y a eu chimio avec des séances qui pouvaient aller jusqu'à 24 heures intensifs. Et de la cortisone à très haute dose. C'est difficile à se replonger dans ce moment douloureux. Vous en gardez quel souvenir de cette période? Très mauvais. J'en ai très peu parlé. Pourquoi vous en avez très peu parlé? Je pensais avoir tourné cette page et en fait, non. Ma vie pour se ça construit autour, justement. Ouais. Vous avez contourné. Oui. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui? Et je pense que ça m'aidera, oui. Pour vider tout C'est ça. ce sac lourd à porter. Oui. Est-ce que vous avez compris la gravité de votre état? Non, sur À le ce coup, non, moment-là. parce qu'on est enfant, donc on ne comprend pas. On voit qu'il y a beaucoup de médecins. Et puis à l'hôpital d'Annecy, de toute manière, n'était pas à l'époque... ils n'avaient pas pour me soigner. Donc on a été transféré au CHU de Grenoble. Et là-bas aussi, ils étaient pessimistes. Ils ne savaient pas si je pourrais guérir, vu les 84% de cellules leucémiques. C'était avec le temps qu'on verra. Et c'est à ce moment-là que vos grands-parents vous ont fait une proposition étonnante. Enfin, je ne sais Oui. pas si c'était étonnant pour vous. Mes grands-parents, ils ont toujours été très croyants, donc ça ne m'a pas étonnée. Vous vous en souvenez de cette proposition? Oui, bien sûr, ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils allaient régulièrement en pèlerinage à Lourdes. Et donc, ils ont voulu que j'aille avec eux. Vous étiez déjà allé avec eux? Non, c'est la première fois. À ce moment-là, vous vous disiez quoi, vous, en acceptant leur proposition? Est-ce que vous pensiez à la religion ou, enfin, vous avez compris pourquoi ils voulaient vous y emmener? Non, pas du tout. Ils m'avaient juste dit, bah, viens avec nous, ça peut te faire du bien. J'ai dit, bon, bah, d'accord, je viens avec vous, on verra. Donc, vous êtes partie avec eux? Voilà. Et ben, donc, je me souviens de certaines choses. Après, j'ai quand même oublié. Mais ce qui m'a vraiment marqué, ça a été donc ce fameux bain Que vous allez nous raconter tout à l'heure. Voilà. Alors, C'est énorme. on en est resté tout à l'heure au moment où vous apprenez que votre fille, Laure, à 14 mois, n'en a plus que pour quelques heures à vivre, puisqu'on lui a injecté 10 fois la dose de chimiothérapie, et qu'à ces doses-là, tous les organes sont brûlés les uns après les autres et qu'on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on se raccroche à je ne sais quoi, à l'espoir. Je ne sais pas comment on traverse ces heures-là qui doivent être terribles. Est-ce que vous avez continué à croire en sa guérison? À ce moment-là, déjà, il faut on essaye de comprendre ce qui nous arrive, d'essayer d'interpréter les phrases qui nous ont été dites. Elle va mourir, il n'y en a plus pour quelques heures, ses organes vont être brûlés, on ne peut que essayer de la soulager. Déjà, avant de réaliser, on tourne en boucle ces paroles et on n'arrive pas à comprendre. On est dans une espèce d'abîme. Est-ce que vous êtes croyante? Alors, je suis catholique, j'étais croyante en quelque chose au-dessus, mais je n'étais pas pratiquante. Je n'étais pas pratiquante. Mais à ce moment-là, on fait des prières? Un petit peu plus tard. Au début, il y a de la colère. Pourquoi un enfant? Pourquoi un bébé? Pourquoi cet acharnement? Elle avait déjà défié la médecine, elle avait défié le destin en se battant, en ayant survécu déjà à la maladie, puisqu'au départ, déjà, on m'avait annoncé qu'elle, a priori, ne pourrait pas survivre. Et là, on lui faisait revivre cette épreuve-là. Et là, il y a une incompréhension totale. Donc là, non, on ne croit plus. On ne croit plus. Donc les heures s'écoulent et puis elle tient, elle résiste. Alors d'abord, il y a eu ce fameux appel téléphonique où nous étions partis quelques heures juste nous restaurer et prendre une douche. Enfin bon, et là on nous appelle, on nous a dit venez vite, le cœur lâche. C'est fini, ça va être fini dans quelques temps. Et là, le monde s'effondre, quoi. Le monde s'effondre et on arrive et on me dit on comprend pas. Le cœur est reparti. Le cœur est reparti.
Donc je me suis dit à ce moment-là, il n'est plus question qu'on la laisse même 1 heure seule. 1 heure seule. On reste tout le temps, on se relaie. Et à partir de ce jour-là, pendant 3 mois, ils ont fait une exception parce que normalement en réanimation, les personnes, du moins la famille n'a pas le droit de rester. Nous sommes restés 3 mois. Ils avaient quand même une grosse erreur à se faire pardonner. Oui, oui. Est-ce que les médecins vous demandent pardon dans ces moments-là? Non. Non, j'ai reçu une lettre du pharmacien, une lettre du pharmacien principal de l'hôpital qui disait qu'il n'arriverait jamais à surmonter cette épreuve, puisque en fait c'était la pharmacie qui avait fait l'erreur. Ils avaient mélangé les microgrammes et les milligrammes. Ils avaient mis un 0 de trop. Donc, S'il vous a écrit, c'est quand même au moins pour reconnaître son erreur. De toute façon, l'erreur a été reconnue depuis le premier jour, puisqu'ils nous ont tout de suite dit voilà ce qui s'est passé. Donc, petit à petit, son état s'améliore. Alors, au bout de 3 mois. il y a 1 mois et demi critique, 1 mois et demi tous les jours. Ils me disent qu'elle va mourir. Tous les jours. Oh là là. Tous les jours. Comment- Tous les jours, comment- quelque chose de différent. Elle a eu 9 semaines de dialyse. Son seul rein qui lui restait ne fonctionnait plus. À quoi on se raccroche pendant ce mois et demi? À quoi on se En raccroche? sachant que tous les jours, on s'expose au pire. Je vais vous dire, le 10e jour, quand je suis arrivée le matin, ils m'ont dit, vous ne pouvez pas rentrer. J'ai dit, je ne vois pas pourquoi. Ils m'ont dit, écoutez, les brûlures sont sorties en cutané. Donc, c'est-à-dire que tout son petit corps n'était plus qu'une plaie. Et là, ils m'ont dit, mais brutalement, je pense que c'était pour essayer de me faire comprendre qu'il ne fallait pas que je m'accroche à aucun espoir. Ils m'ont dit, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est pareil à l'intérieur. Tous ses organes sont brûlés. Le cœur, les poumons, elle n'avait plus que 10% de capacité respiratoire. Et là, quand je l'ai vue, je voyais toute sa peau en lambeaux et j'ai compris qu'elle pourrait, même avec la plus grande volonté du monde, elle ne pourrait pas survivre. Et là, je me suis effondrée. J'ai pleuré. Je me suis écroulée sur le bord de son lit, je me suis écroulée. Et là, je ne sais pas, c'était un signe. Toutes les machines se sont mises en alarme et elles s'arrêtaient. Et moi, j'ai tout de suite compris. Elle me parlait, elle me disait, si tu lâches, je lâche. C'était sûr, c'était un signe. Et là, tous les médecins sont arrivés, ont injecté les produits. Elle avait, je crois, 30 pouces seringues pour lui injecter tous les produits, curare, cortisone, tout ce qu'on peut imaginer, morphine. Et elle est repartie. Et là, je lui ai parlé, je lui ai dit, je te promets, plus jamais je pleurerai, plus jamais. C'est fini, on va se battre. Et là, le médecin m'a dit, il est arrivé vers moi, puis il m'a dit, il faut que vous compreniez, c'est incroyable, c'est une miraculée, 10 jours. On ne peut pas comprendre qu'elle soit là. Donc, il faut vous préparer. Il sentait bien que je refusais. Je lui ai dit, moi, écoutez, c'est fini, plus jamais, aucune parole comme ça. Ça fait 10 jours que vous me dites qu'elle va mourir, 10 jours qu'elle se bat. Maintenant, vous vous battez. On se bat, moi aussi, tout le monde. Et elle va y arriver, elle va réussir. Et moi, j'étais persuadée qu'elle allait survivre. Persuadée. Et à partir de ce jour-là, j'ai mis des posters d'elle en train d'éclater de rire, d'être avec ses sœurs, etc. Je les ai collés partout sur les vitres. Je lui mettais de la musique. Je lui avais ramené ces petits doudous qui sentaient la maison. Donc elle était tubée de partout, mais je lui mettais de chaque côté pour qu'elle puisse sentir un peu l'odeur de la maison. Et là, je ne sais pas, il y avait un dialogue qui se créait, je ne sais pas. Je sais qu'elle m'entendait. Je passais mes journées à lui parler. Qu'elle n'avait pas le droit de me laisser, qu'il fallait qu'elle continue à se battre. Et j'étais persuadée qu'elle allait me rendre fière, qu'elle allait se battre et être un grand exemple, une grande leçon de vie. Ça, c'est sûr. Quel a été le premier signe de son retour à la vie? Alors, son premier signe, c'était presque 1 mois et demi, oui, après. Elle a commencé 2 mois, oui, même, une amélioration un petit peu respiratoire. Donc là, ils m'ont dit, il faut qu'on en profite tout de suite, il faut essayer d'extuber, parce que sinon, ses poumons vont se rigidifier. Et ils avaient mis tellement de cortisone que ses poumons étaient troués, et ça faisait des pneumothorax. Donc en fait, les pneumothorax, c'est l'air qui passe sous la peau, et ça fait des bulles d'air partout sur son corps.
vous êtes devenu médecin, vous Oui. avez fait médecine Oui, oui, tout en à un fait. an. D'ailleurs, il est arrivé des fois que je rappelais au médecin, excusez-moi, il est l'heure de l'injection de tel produit. Donc, il y avait un échange entre nous. Par contre, une équipe extraordinaire, extraordinaire. Que ce soit le Kremlin-Bicêtre comme l'IGR. Les médecins de l'IGR, le grand professeur Dr Gray, je le mentionne parce qu'il a été tous les jours. Alors, tous les IGR, jours, c'est là. l'Institut Gustave L'Institut Gustave Roussy, donc il s'occupait d'elle au départ pour son cancer. Et ils Et ont ils- été là tous les jours. Après ces heures de travail, ils venaient au chevet de l'or. On ne dit jamais assez à quel point il est important que les parents, en l'occurrence, soient acteurs de la santé, quoi, soient combatifs et vous avez certainement participé à sa guérison, quoi, parce que c'est un relais de l'équipe médicale. Donc, premier signe, les poumons. Et puis, Les poumons. et puis- Alors là, ils me disent, il faut qu'on l'extube. Mais on vous explique que le fait de l'extuber, il va y avoir un moment de panique pour l'enfant. Déjà parce qu'on va la réveiller et parce qu'elle ne sait plus respirer, évidemment. Donc pour la rassurer, il faut que vous la preniez dans vos bras. Et on va l'extuber dans vos bras. ça faisait combien de mois que vous ne l'aviez pas prise dans vos bras? 2 mois et demi. 2 mois Donc et c'était demi. une joie pour vous, j'imagine, quand on vous a dit ça. Non, mais j'étais prête à tout. J'étais prête à tout, oui. Donc là, on me l'a installée dans mes bras. Elle était toujours dans le coma, hein? Non, là, on l'avait réveillée de façon à ce qu'elle puisse respirer. D'accord. Parce que si elle était dans le coma, elle n'aurait pas pu reprendre naturellement sa D'accord. respiration. Donc quand on l'a réveillée, elle vous a vu, elle vous a reconnu? Elle m'a vue. Bon, elle était dans un état végétatif, hein, je dirais. Hein. Ses yeux ne tournaient plus. Voilà, mais bon, je lui parlais. Pour moi, c'était évident que de toute façon, elle entendait. Donc, je lui ai expliqué ce qui allait se passer. Et je lui ai parlé tout du long. Et quand ils lui ont retiré le tube, ça, vraiment, je peux dire, après 3 enfants, j'ai eu le sentiment d'accoucher. La même sensation. Je venais de mettre au monde mon enfant. Ouais. C'était un moment, mais je ne peux pas expliquer. Je dirais aussi fort, oui, aussi fort que l'accouchement. Et ils m'avaient prévenu, ils m'ont dit on sera obligé de revenir parce que ça fait tellement longtemps qu'elle est tubée qu'il va y avoir des déficiences. Donc il va falloir la réintuber. Mais vous inquiétez pas, ça durera 1 heure, 2 heures et on la réextubera. Ça va être comme ça pendant un certain temps. Je dis c'est pas grave, je la tiens, je la tiens. Et là, je lui ai dit non, tu tiens le coup, tu te bats, tu respires, je suis là avec toi et tout. Et pendant 8 heures, je l'ai tenue. Elle n'a jamais été réintubée. Jamais. Elle a respiré normalement à partir de ce jour-là. Donc ils ne l'ont jamais réintubée? Non. Même après? Non, jamais. Elle a eu ce petit tube d'oxygène et elle est restée avec ça. Puis donc par la suite, j'imagine que ça a été un long combat pour Long combat. revenir à la vie. Oui. Il a fallu tout réapprendre. Oui. Bah déjà, elle ne savait plus déglutir, elle ne savait plus rien. Et donc, au moment de la sortie, j'avais demandé à apprendre à poser les sondes gastriques, puisque je ne pouvais la nourrir que par sonde gastrique. Mais je savais que si je ne le faisais pas moi, elle aurait dû rester à l'hôpital. Je ne voulais plus qu'elle reste à l'hôpital. C'était combien de temps après ça? Donc ça, c'était 3 mois après. Oui. Elle est sortie, je crois, 8 jours avant Noël. Voilà. Aujourd'hui, Donc, elle a quel âge 13 ans. a-t-elle? 13 ans. Comment 13 ans. va-t-elle? Elle va bien. Elle a des séquelles de tout ça? Oui, elle a quelques séquelles, mais disons que moindres par rapport à ce qu'elle aurait dû être. Elle a des séquelles de quel ordre? Elle a en fait le cervelet droit qui a été touché qui a été brûlé par la chimiothérapie. Donc c'est très subtil parce qu'en fait c'est une perte de tout ce qui est concentration. Elle ne peut pas faire par exemple 2 choses à la fois. Donc à aujourd'hui, l'école, bon, ça devient un petit peu compliqué. Elle a une AVS avec elle, une auxiliaire de vie scolaire, voilà, qui l'aide à prendre les notes par exemple pendant qu'elle puisse écouter. Elle est très intelligente, mais le problème c'est que le rythme scolaire va être de plus en plus compliqué pour elle. C'est une enfant qui est très positive, qui croque la vie, qui veut toujours être dans l'activité, le sport, toujours partante pour tout. Est-ce qu'elle a conscience d'avoir frôlé la titre mort? de miraculé? Oui, oui, oui. Non, je crois pas. Non, je crois pas encore. Pas encore. Et sa maladie?
Pour ce qui est du cancer, il n'y a plus du tout de. Donc en fait, elle a failli séquelles. mourir du surdosage. Oui. Et vous gardez quelles séquelles de cette histoire? J'imagine que si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Alors moi, disons que la première chose que je veux transmettre, c'est son histoire, parce que si elle a vécu tout ça, il n'y a pas de hasard. Moi aussi, je crois qu'il y a des destins et qu'elle est amenée à porter beaucoup de choses autour d'elle, ça c'est sûr. Et ce que je veux surtout dire, c'est qu'il ne faut jamais perdre confiance, et jamais espoir. 2 fois, on m'a dit, elle va mourir, c'est pas possible, elle doit mourir. Et elle avait dit non. Et vous n'êtes pas trop fusionnelle avec Si. elle? Trop protectrice? Un petit peu. Et le papa, on n'en parle même pas. Ouais. Bien sûr. Ça a Est-ce que été vous êtes difficile. parvenue à vous retrouver, vous? J'essaie. Et je pense que l'émission va peut-être être un grand départ pour moi. Parce que jusqu'à maintenant, je me suis consacrée totalement aux enfants, aux 3, parce qu'il y a eu les 2 autres aussi à reconstruire, qui ont été très abîmés par toute cette histoire. Mais maintenant, je pense qu'il va être temps que je lui laisse sa petite valise et que je l'accompagne, mais ce ne sera plus à moi de la porter. Et vous C'est savez sa ce que vie. vous allez faire de vous? M'occuper de moi. Ça serait bien. Non, parce que c'est pas évident. Hein. C'est à ce moment-là qu'il faut savoir rebondir, j'imagine. Danielle s'apprêtait, elle a joué un rôle de grand-mère lorsqu'on vous a annoncé donc, que vous étiez atteinte d'une maladie incurable et que seule une greffe de foie pouvait vous sauver d'une mort certaine. Donc vous l'avez espérée, j'imagine, cette greffe. Vous l'avez attendue? Oui, je l'ai espéré après avoir été trop loin, parce que contrairement aux autres, c'est vrai, elles n'ont pas cherché la maladie. Moi, je l'ai cherchée. Et au moment où il y a eu cette petite vie qui était là pour qui m'a fait me raccrocher aussi moi à la vie, j'étais allée beaucoup trop loin. Donc vous en aviez conscience. J'en avais conscience. Vous en D'ailleurs, vouliez? Je m'en suis voulu. Ouais. Je m'en suis voulu. Je me suis dit, je n'ai pas le droit de gaspiller la vie comme ça. La vie est précieuse. Donc, Est-ce je que m'en vous suis voulu, oui. Vous l'avez eu, cette greffe? Non. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'au fil des mois, quand Corentin est né, déjà à l'annonce de la grossesse de ma fille, j'ai commencé à reprendre espoir et à voir, je ne voyais plus d'avenir. Et là, j'ai recommencé à en voir un. Et tout doucement, au fil des mois, toutes mes constantes se sont améliorées. Tous mes organes qui étaient abîmés, non seulement le foie à cause de la maladie auto-immune et par l'alcool, et les autres organes aussi, par l'anorexie, tout s'est remis à fonctionner comme il faut. Je n'ai pas eu de greffe, je ne prends pas de médicaments pour mon foie. Ce que je constate dans les 4 personnes qui sont ici, il y a toujours le facteur commun de l'amour. L'amour d'un enfant, l'amour d'un petit enfant, l'amour d'un père, l'amour d'un grand-parent ou d'une mère. L'amour, je pense que c'est une grande force, L'amour est aussi fort qu'un traitement de chimio. je pense. C'est 50% du combat. C'est 50% du combat, on va dire comme ça. Oui, Le parce que- professeur m'avait dit ça aussi. moi. Ouais. Comment? Le professeur m'avait dit ça. Quand Ouais. il était venu voir Laure, il m'avait dit ce que vous faites, ça fait autant que la machine qui l'aide à respirer. C'est ça. Oui, l'amour, je pense que Oui. c'est une grosse C'est vrai. part dans le. À quoi Dans la ressemble maladie. votre vie aujourd'hui? Ma vie ressemble à un paradis. Voilà, vous mon consacrez- miracle, il s'appelle Corentin, Voilà, vous consacrez à ce petit garçon? ce petit garçon. Et puis il y en a un autre qui est venu, qui s'appelle Clément. Donc voilà, moi je suis comblée. Faut dire qu'il est mignon. Virginie, vous étiez atteinte d'une leucémie à un stade très avancé lorsque vos grands-parents paternels vous ont proposé de vous emmener avec eux à Lourdes. Eux étaient très croyants. C'est ça. Vous avez accepté sans Voilà, grande c'est conviction. ça. Et j'étais aussi dans une période où j'avais pas le moral, parce qu'il y a aussi des baisses de morale dans les combats. Et il y a eu 2 choses. Il y a eu donc Lourdes, il y a eu un autre événement qui est aussi arrivé, qui a été mon pilier psychologique. Il y a une association qui réalise les rêves des enfants malades. Et j'avais décidé de rencontrer le chanteur Boris. Il m'a redonné l'envie de me battre. C'est une personne
Je pourrais jamais le remercier pour tout ce qu'il a fait. On est toujours en contact actuellement et voilà, je tenais à le remercier. Maintenant, après, pour ce qui est de Lourdes, effectivement, donc on est parti avec mes grands-parents. Et donc, je reviens à ce bain que je commençais à parler tout à l'heure. En général, c'est glacé. L'eau est très froide. Je me souviens des personnes qui étaient dans cette eau et qui criaient parce qu'ils avaient froid. Et moi, on me mettait des draps, je trouvais l'eau chaude. Mais chaude, comme un jacuzzi, la sensation comme dans un jacuzzi, une piscine. Et on me mettait dedans, j'ai jamais dit c'est froid, j'ai trouvé ça chaud. Je comprenais pas. Donc ça, c'était dans la grotte? Oui, c'est à côté, enfin c'est à côté, c'est ça, oui. Et je comprenais pas pourquoi moi je trouvais l'eau chaude et les autres personnes froides. Et vous êtes resté longtemps dans l'eau? Non, c'est vraiment quelques minutes, hein, c'est vraiment pas longtemps. Je me souviens juste à la fin que j'étais très fatiguée. Ça m'avait fatiguée. J'étais rentrée à l'hôtel parce que j'étais très fatiguée. Et en même temps, j'avais comme un poids en moins. Quoi, je sais pas. Parce que je n'avais pas su interpréter à l'époque. Enfin, vous avez senti qu'il se passait quelque chose. J'ai senti cette chaleur rentrer, mais inexpliquée. Donc les mois ont passé et vous avez peu à peu retrouvé le courage et l'énergie de vous battre. Alors voilà, l'énergie m'a beaucoup aidée donc avec les 2 éléments voilà aussi donc que j'ai détaillés. J'ai eu aussi les interrogations. J'ai commencé à me poser la question si j'allais mourir. Et c'est là où j'ai demandé à ma maman si j'allais mourir. Elle n'a pas su quoi me dire. Et donc le lundi matin, elle m'a dit bon, on va parler au professeur et il va t'expliquer. Le professeur m'a dit soit tu guéris, soit tu vas mourir. Maintenant, par contre, je vais t'expliquer ta maladie. Donc après, j'avais enfin, avec des mots plus simples, ce que j'avais. Et j'avais un peu plus de force et on a continué à se battre. Et là, vous vous êtes dit, il n'est pas question que je meure. J'ai dit, ce vilain microbe, c'est moi qui le gagnerai, c'est pas lui. Et j'ai bien fait. Donc ça veut dire que vous avez mieux supporté votre traitement? J'avais l'envie de me battre parce que ça a été très difficile parce que beaucoup ont leurs 2 parents à leur côté, moi non. J'avais que ma maman parce que mon papa est décédé quand j'avais 7 ans dans un accident de voiture et c'était très difficile. À quel moment on vous a annoncé officiellement votre guérison? Et bien ensuite, après ils ont arrêté les traitements, il y avait des contrôles tous les 3 mois, après 6 mois et tous les ans, jusqu'à mes 18 ans. Et dans le mois de mars 2004, j'ai fait ma dernière prise de sang et le professeur m'a regardée, il était ému, il m'a dit « Virginie, je ne veux plus jamais te voir. Tu es guérie, je ne veux plus te voir. » Il m'a dit par contre, il y aura peut-être quelques séquelles, mais au fil du temps, on les saura. Quel genre de séquelles? C'est plus des séquelles qui pouvaient engendrer dans ma vie de femme. Parce que quand on a des traitements aussi lourds comme la cortisone ou la chimiothérapie, on peut être stérile. Mais j'ai refusé cette idée. J'ai dit, je ne peux pas concevoir ma vie de femme sans être maman. Donc j'y avais gardé dans un coin de ma tête, mais j'y croyais pas. En fait, à quand remontent les derniers traitements? Les derniers traitements, ça a été... C'est-à-dire qu'ils ont attendu combien de temps avant de vous dire que vous étiez guérie? Ah, ça a duré, ma maladie a été déclarée donc en 96 et les traitements se sont arrêtés en 98. D'accord. Après, ça a été du temps de rémission, jusqu'en 2004. Et Lourdes, c'était en quelle année? Lourdes, c'était en 96-97. D'accord. Voilà. Donc il y a eu encore 1 an de traitement après. Voilà, c'était par cachet, par piqûre, mais plus de chambre implantable, voilà, après. Donc vous, quand vous décidez de vous battre, vous vous battez, vous gagnez. Quand on vous dit vous risquez d'être stérile, vous dites non. Non. Et vous avez raison de le Oui. dire, puisque, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, je prenais un moyen de contraception, mais voilà, je me disais, ça se trouve, ça sert à rien. Et en 2007, j'étais donc sous pilule. Et je suis tombée enceinte. Ah tout en étant sous pilule. Tout en étant sous pilule. Donc, Ouais. Non, c'est vrai. Et le 26 décembre 2007, j'ai donné naissance à mon petit garçon. en quoi votre vie a-t-elle changé? Il est ma victoire.
Il est ma victoire sur cette maladie. Et pourquoi ces larmes alors? Ce sont des larmes de bonheur, ce sont des larmes de souffrance, Non, de bonheur. ce sont des larmes qui évacuent Ouais, je définitivement pense aussi, le oui. dossier. Oui, je pense que c'est ça. Oui. Merci à toutes de nous avoir livré vos histoires bouleversantes, pleines d'espoir.